Je vais recommencer la présentation. Du coup, je suis Antoine Boiteau de la Corporation Scan. Et la Corporation Scan elle a l'habitude chaque année de présenter des stands pour la fête de la science. Des stands qu'on présente sur le campus 2 de Basse-Normandie. Cette année, malheureusement, avec le Covid, on ne va pas pouvoir faire de stand en présentiel. Du coup, on va présenter des expériences qu'on a tournées en avance et d'autres expériences que vous présenter aujourd'hui en live. Et pour ça, on va commencer avec le stand biologie. Et je t'invite, Sophie Bochu, à venir présenter l'extraction d'ADN de banane. Expérience, bien sûr, apprise et faite plusieurs fois. Du coup, je vais tourner la webcam. Bonjour, je me présente, je suis Sophie, je suis en L2 biologie à l'université de Caen et je suis en SPS. Pour le petit détail, donc je vais vous présenter la biologie. Je vais tout illustrer sur un joli petit tableau. Je rapproche. Alors fais attention au reflet sur les tableaux. Hein. Encore. Voilà, et essaye de le rapprocher un peu. Attends, je vais t'aider. Les aléas du direct. C'est ça. Et rapproche-le bien. Hop, comme ça. Ça va les reflets sur le tableau, Antoine? Ok. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement ce que C'est pas dans le champ. C'est pas dans le champ, faut que tu te mettes à gauche pour être dans le champ. C'est bon? Ouais. Tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est l'ADN. En fait, l'ADN est constitué de plusieurs bases adénine, thymine, etc., etc. Et il faut savoir que notre ADN, il y a un chromosome qui vient de la mère et un chromosome qui vient du père. Et aussi, il faut savoir que personne n'a le même ADN que nous, sauf les vrais jumeaux. Mais les vrais jumeaux, on remarque aussi que quelquefois dans leur ADN, ils possèdent pas le même. Il y a quelques nuances très légères, mais il y a quelques nuances dans l'ADN. Pour vous illustrer un peu l'extraction de l'ADN, on va le faire avec la banane. Et petit flash info, la banane possède 50% de son ADN en commun avec nous. Et grâce à cette expérience-là, on pourra avoir l'ADN à l'œil nu. En fait, je vous ai illustré après les différentes étapes. Je vais prendre le tableau. Pour expliquer rapidement pourquoi on a tous un ADN différent. Par exemple, ici, j'ai représenté un ADN double brun, rouge et bleu. Première division et deuxième division, donc en fait, on a une chance sur 4 pour juste... Le bleu, il se voit pas. Hein? Le bleu se voit pas. Ah non. Faudra que tu repasses dessus. Mieux. Ouais, c'est mieux. Pour illustrer rapidement, pourquoi là c'est juste pour une cellule à 2 chromosomes. Et juste avec cette cellule à 2 chromosomes, on en a une chance sur 4 d'avoir la même, mais là c'est que pour 2 chromosomes. Alors imaginez-vous, comme nous on a 23 paires de chromosomes, il y a bref, beaucoup de choix, beaucoup de probabilités, ça se dit pas trop mais c'est pas grave, pour qu'on ait exactement le même ADN avec une autre personne. Je sais pas les chiffres exacts. C'est pas grave. Donc, on va utiliser la banane pour faire notre expérience parce que la banane possède peu d'eau. Et donc, comme elle possède peu d'eau, il y a plus de résultats que si on utilisait un autre aliment ou un autre fruit. On va mettre ma blouse. En délicatesse. Oh j'avais vu ça. Je vais te rapprocher, vas-y. Alors, vous pouvez suivre en même temps mes étapes si vous avez une banane, du sel, du liquide vaisselle et de l'éthanol. L'éthanol, ça va être un peu compliqué à vous fournir. Allez, le whisky du parent. Mais c'est du détail. Alors dans un premier temps, je mets la banane en morceaux dans un bol. Comme ça, ok. Non, ça va suffire. Ensuite, je commence à commenter ce que J'écrase avec la... J'ai coupé un petit morceau et j'écrase avec la cuillère doucement pour éviter de tout casser.
rappeler le but. Alors le but c'est d'extraire l'ADN de la banane. Et voilà. Ah, c'est bon. Alors on fait ça avec une cuillère, mais on peut le faire aussi avec un morceau. Oui. Le but étant de casser les fibres de la banane pour ainsi exposer l'ADN. Voilà. Et après c'est une succession d'étapes auxquelles on va vous expliquer. C'est comme faire un gâteau, quoi. Tout à fait. Sachant que le protocole d'extraction d'ADN il peut être fait de plusieurs manières possibles. Ici on va utiliser le liquide vaisselle parce qu'il va permettre. Déjà c'est un truc qu'on a tous chez nous, normalement j'espère. Qui va permettre J'espère aussi, hein. de casser les membranes des cellules et ainsi pouvoir libérer l'ADN. Je te laisse utiliser. Et je l'ai expliqué en schéma, donc si ça vous intéresse, je peux vous le réexpliquer de manière... Je pense que tu peux le mettre, tu peux écraser puis tu vas expliquer. Donc là, le but. Vu le doigt. Tableau là. Il n'y en a qu'un tableau, hein, de toute façon. Ah bon? Alors. Voilà. Et du coup, le but, pendant que le liquide vaisselle va réagir sur les morceaux de banane, on va passer au tableau pour suivre les explications de Sophie. Voilà. Bon, je vais pas dans le cadre. Approche-toi un peu. Non, Non, juste un peu. Recule. Voilà, là c'est bon. C'est dedans. Alors, ça fera pas présentatrice météo, mais. Alors, donc là en fait j'ai fait une cellule, mais pas du tout, en vrai du tout, avec les bonnes échelles. Parce que littéralement ça c'est très petit par rapport au noyau, etc. Ça techniquement ce sera presque impossible de le voir en microscopie. Parce qu'avec le noyau en même temps, enfin c'est pas du tout les mêmes cadres. Alors, pour préciser ce que c'est, en fait, j'ai représenté la membrane lipidique, c'est-à-dire la membrane plasmique de toute cellule. Et en gros, ce qui est en bleu, c'est ce qu'on appelle la partie hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau. Et tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la partie hydrophobe, ou qui dit hydrophobe dit qu'il n'aime pas l'eau. Et en fait, il y a cette structure-là pour bien protéger, parce que tout ce qui vient de l'extérieur qui sont hydrophobes ne pourront pas rentrer, parce que l'hydrophile qui n'aime pas l'eau va tout protéger. Voilà. Et en fait, le liquide vaisselle, c'est pour ça que quand on nettoie sa casserole pleine d'huile, on utilise du liquide vaisselle pour enlever l'huile, parce que le liquide vaisselle va, ce qu'il va faire, c'est qu'il va casser les molécules et tu vas pouvoir ouvrir. Et c'est ce qui se passe ici. Donc comme on peut ouvrir ici, c'est imaginer on a une jonction, on pourra avoir accès à l'ADN qui est à l'intérieur. Et toujours c'est la même chose avec la partie hydrophile et la partie hydrophobe, juste représentée d'une autre manière. Du coup, dans les poêles à frire et tout, ça marche l'huile, mais ça va marcher aussi avec le gras et toutes les matières animales, du coup ça vient aussi casser les cellules, c'est ça? Ouais, parce qu'à partir du moment où c'est un corps gras, le savon va faire ce qu'on appelle une émulsion. Voilà. Et en gros, ça va casser, ça va former des bulles, ça va protéger. C'est pour ça que le savon nettoie l'huile. Nettoie les casseroles, pardon. Donc voilà. Non, rien. C'est bon, je Tu as pense encore quelque chose à présenter au tableau, on passe à l'étape suivante. Non, on va passer à l'étape suivante, c'est bon. Ok. Ça, Bon, je c'était m'excuse, je vais clair. encore vous donner la gerbe en bougeant la caméra, mais c'est pour votre bien. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Un peu plus à la gauche. On est reparti. On remélange un petit peu. Bon, normalement, le liquide vaisselle devrait avoir eu le temps d'agir maintenant. On va ajouter du sel. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi on ajoute du sel? Alors, le sel, comme c'est du NaCl, et le sel, ça va permettre d'absorber l'eau, pardon. Parce que tout le monde sait que quand on met du sel et de l'eau, enfin bref, ça absorbe. Oui, le sel est utilisé depuis presque l'âge préhistorique pour sécher les animaux et les garder au sec et du coup ne pas qu'ils périment. Ouais. Et le sel a cette faculté justement d'absorber l'eau.
Et qui dit sécher dit déshydrater. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de, enfin, entre guillemets, déshydrater. Une cuillère. On met une bonne cuillère. T'es pas obligé de mettre tout entier. Hein. Tu vas coller la cuillère. Et le sel permet aussi de rapprocher les molécules d'ADN. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des liaisons d'hydrogène. Et qui dit dessécher dit casser les molécules d'eau. Et donc ce sera la même chose avec, comme tout l'intérieur de l'ADN et de l'hydrogène, ça va être brisé par le sel, entre guillemets. Et la chaîne carbonée sur laquelle est l'ADN et l'atome d'hydrogène, et du coup, ça va les attirer. Ensuite, C'était des liaisons ioniques. voilà. Ensuite, il faut ajouter un peu d'eau et filtrer. Oh, c'est de l'eau normale. On m'a dit tu peux boire. Du coup, maintenant, on va rajouter de l'eau, ça va être pour la filtration, histoire que ça passe dans un filtre. Non, parce que je crois que ça va tout péter. Non, on n'a pas envie de péter le filtre. C'est vrai que le filtre, non, moi, tiens. Ça retient bien le filtre, le graphite. L'eau elle est chaude hein quand elle passe C'est vrai. au café. C'est ça, gros CDD. Je vais t'aider, je vais tenir le. On met d'abord l'éthanol dans le fond du récipient. C'est pas cadré. Tu vois pas? Ok, tu les vois mieux comme ça? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc voici le récipient dans lequel on va recevoir l'éthanol, enfin l'ADN qui sera extrait. D'abord, on va ajouter de l'éthanol. Tiens, retour. Faut éviter de l'ouvrir pas dans le bon sens, ce sera mieux. J'ai le retour. Donc c'est de l'éthanol pur, donc on va éviter de mettre les doigts dedans. Ça risque de brûler un petit peu. Bon, ça devrait suffire. Voilà. Alors ensuite, on va mettre les morceaux d'ADN dans le filtre. Faut peut-être rajouter un petit peu d'eau après si ça passe pas le filtre, mais normalement ça devrait aller. Non mais vas-y, mais verse. Verse tout, normalement il y a assez d'eau de ce que t'as mis. Voilà. Ok. Peut-être manquer un peu d'eau, du coup tu peux rajouter délicatement de l'eau. Fais attention le filtre avec l'éthanol. Ok. Ça, c'est pas un souci. J'ai juste besoin que l'ADN passe. Oui, vas-y. Tu touilles? Non, faut pas touiller dedans. Sinon, on va l'extraire à la manière forte. Et vous allez voir qu'il va y avoir un petit. De petites taches blanches qui vont apparaître dans. Oh merde. Alors, ça, c'est une gaffe, mais on a un deuxième filtre. Et oui. Alors, voilà, c'est le live. C'est les aléas du live. Les aléas du direct, on va dire. Voilà. Ça marche pas. J'ai remis un peu d'eau du coup, histoire que je répète pas le deuxième filtre, ce qu'on aurait pu après. Voilà. Non. C'est bon, du coup on a une pelote blanche, donc je vais pouvoir la présenter. Tu passes après ça, c'est bon. Voilà, et du coup, attention, c'est pas là. J'ai rapproché la caméra, donc on va encore bouger, je m'excuse. Alors on a utilisé de l'alcool pur parce que c'est beaucoup plus efficace que si on avait utilisé de l'alcool ménager ou à brûler. Et en fait l'alcool pur il va précipiter l'ADN et l'ADN va se transformer sous forme de pelote blanche, comme vous pouvez le voir à la caméra. Je vous présente la pelote blanche qu'on voit sur le dessus. Et la pelote blanche en fait c'est tout l'ADN qui est passé le filtre. Et du coup comme l'ADN est moins dense que l'alcool, il passe au-dessus et l'alcool a cet effet de rapprocher l'ADN en petites pelotes blanches. C'est pour ça qu'on peut le visualiser alors qu'on ne le voit pas avant. Et
On voit aussi que dans le fond, du coup, c'est les restes de bananes qui ont malheureusement passé le filtre, pour des raisons qu'on ne citera pas, bien sûr. Et du coup, la banane, elle, se retrouve dans le fond parce qu'elle est plus dense que l'alcool. Du coup, on peut voir assez facilement on tient tous les déchets de cellules et tout les parties de banane qui ne nous intéressent pas et l'ADN qui est sur le dessus. On peut faire une mesure de densité de banane. Ouais, donc on pourrait presque dire que c'est bien que j'ai cassé le filtre. Ouais. Tout Marcher est la all science. plan. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur l'extraction d'ADN? Est-ce que vous voulez aussi qu'on explique comment on refait ça à la maison? Si vous voulez qu'on renvoie le protocole, sinon on va passer à la suite. Alors, On va faire poser ça. ah, ça a l'air d'avoir. Ok, si on n'a pas de questions, c'est très bien, on va pouvoir continuer. Du coup, ensuite, on va vous présenter la partie physique avec Tristan Le Cornu, qui est ici présent, qui va se présenter plus mieux que je le fais. Et présenter en quoi la physique c'est quelque chose d'intéressant, malgré qu'il y ait beaucoup de mathématiques, et ça ne plaît pas à tout le monde. Et aussi pourquoi, avec cette matière fascinante, on peut s'amuser et faire moins de bruit aussi. Comment? Vas-y, présente-toi. Alors bonjour, moi c'est Tristan Le Cornu, je suis doctorant dans le laboratoire du CIMAP. Je me trouve sur le campus 2, sur le campus 2, le bâtiment F de l'Institut, ou sur le site du Ganil dans les bâtiments du Cyril. Voilà, et donc moi je vais présenter toutes les expériences de physique qui vont vous être montrées. Donc nous allons commencer par... commence par les aimants dans un tube de cuivre, par les courants de Foucault. Et présenter du coup comment, avec on peut ralentir la chute d'un corps. Voilà, les courants de Foucault. Donc, hop là. Ouais. Voilà. Allez, Passer la vidéo. Tu me dis quand t'es prêt. vas-y, je suis prêt. Donc là, on peut voir à l'image deux aimants. Donc j'ai regroupé 6 aimants ensemble pour que ça fasse un bon gros aimant. Et il y en a un qui est le test et l'autre qui est l'expérience. Donc il y en a un qui est lâché dans le tube de cuivre et l'autre dans le vide. On peut voir que le premier aimant, donc l'aimant test, touche le sol avant l'aimant du tube de cuivre. Donc voilà, comme tu précises, les corps tombent en même temps, etc. Galilée, voilà, peu importe leur masse. Donc, ce qui se passe dans le tube de cuivre, c'est que l'aimant va entraîner les électrons libres dans le cuivre. Et il va entraîner les électrons dans le cuivre, voilà, hop. Dans mon tube de cuivre, j'ai des électrons libres. J'ai un nuage d'électrons qui se balade librement, ce qui fait que mon cuivre est... Quoi? Oui, vas-y. Vas-y, montre-moi. Hop. Donc, dans mon cuivre, j'ai des électrons libres qui se baladent librement, ce qui fait en sorte que mon cuivre est un bon conducteur électrique et aussi thermique. Et donc, ces électrons libres, lorsqu'on va mettre un aimant en mouvement à côté, ça va les entraîner dans une direction. Les éléments vont suivre l'aimant, le champ magnétique de l'aimant, et une charge qui est en mouvement crée elle-même un champ magnétique. Et les courants de Foucault, ce qui vont donc ces courants électriques, c'est ce qu'on appelle les courants de Foucault. Et ces courants de Foucault vont créer un champ magnétique opposé à celui de l'aimant qui va le ralentir dans sa chute. Voilà. Donc voilà. Donc l'aimant tombe. Son champ magnétique fait bouger les électrons libres dans le cuivre. Courant de Foucault, ces courants vont créer eux-mêmes un champ magnétique qui vont ralentir la chute, opposé à celui de l'aimant, qui va ralentir la chute de mon aimant. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer aux expériences des pièces, des lévitations de pièces. Il me semble que c'est ça. Donc on a fait avec 2 pièces, 3 pièces et on a essayé avec 4 pièces aussi. Voilà. Donc vous savez tous, le fer est un élément magnétique.
Donc lorsqu'on approche un aimant vers lui, il va lui-même avoir un champ magnétique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à une certaine distance mes pièces de mon aimant. Elles ont créé un champ magnétique. Tu peux repasser la vidéo des 3 pièces. Non, mais les 3 pièces, c'est la même chose. Voilà. Et donc, mes pièces créent elles-mêmes un champ magnétique. Et vu que le fer est attiré par les lignes de champ, les pièces vont s'attirer elles-mêmes et ainsi annuler l'équilibre instable qu'elles ont entre elles et rester droites. Donc on a fait un truc avec 4 pièces aussi. Vas-y, mets la vidéo. Voilà. Donc là c'est donc on pouvait pas les pièces tomber. Donc l'équilibre était trop instable, la gravité est trop forte malheureusement. Donc là ce qu'on a fait, c'est qu'on a maintenu les pièces mais au haut du vide quoi. Et ça passe, les pièces sont passées, on pouvait faire passer une feuille de papier dessous, voilà. Mais si on rajoutait une pièce par exemple, cette dernière-ci tombait, tout simplement. Voilà. Ouais. Super. T'inquiète. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur les aimants avant qu'on passe au moteur de Stirling? Ah! Pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions, on va passer au moteur de Stirling alors. Excusez-moi, je vais encore bouger les caméras. C'est-à-dire que ça ne pas. Voilà. Alors, pas de spoil, on peut pas montrer les solutions pour l'étape d'après. Alors voici les moteurs de Stirling. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Mais ça a apparu en même temps à peu près que avant les moteurs à vapeur. Et Tristan vous expliquer tout de suite pourquoi ça marchait moins bien que les moteurs à vapeur et pourquoi ça a été explosif. Les machines de Stirling sont apparues 20 ans, je crois, avant les machines à vapeur de Watt, Monsieur Watt. Et le problème de ces machines, c'est qu'elles ont besoin d'être isolées, qu'il n'y ait pas d'échappement d'air. Et donc, comparé aux machines de Watt, on fait vraiment passer un énorme flux de vapeur à l'intérieur et on la rejette. Là, on garde vraiment toute l'air à l'intérieur. Donc, je vais présenter le moteur de Stirling Gamma, la 3e version. Donc, dans une tasse, je verse de l'eau bouillante. Hop. Et je vais poser mon moteur dessus. Donc on va attendre que les vapeurs d'eau viennent chauffer la partie inférieure du moteur. Donc ce qui va se passer au tout début, c'est qu'on va avoir l'air à l'intérieur va se mettre à chauffer à volume constant. Donc ça veut dire qu'on aura une augmentation de la pression qui va faire bouger le piston de ce sens-là. Ensuite, donc nous avons une détente adiabatique. Une détente adiabatique, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de température. La détente se fait à température constante. Ensuite, nous avons un deuxième piston qui se situe à ce niveau-là, qui lui est rempli d'air froid. Voilà. Et lui, il va faire une détente, il va refroidir l'air et il va faire il va refroidir l'air.
et ensuite il va apporter une énergie mécanique au gaz à l'intérieur pour repartir dans l'autre sens. Mon air refroidi revient en dessous, rechauffe et repart. C'est un cycle, le cycle repart. Donc l'air est refroidi en contact avec de l'air froid au-dessus. Ouais, c'est ça. Donc un moteur de Stirling aussi, c'est embêtant, mais c'est comme les vieilles voitures. Faut les démarrer à la main. Donc même si c'est chaud, faut toujours déclencher l'impulsion de départ. Donc on attend que ça chauffe. Ouais, c'est chaud. Ah, ça part. Voilà. Donc ici on peut voir le deux temps. Premier temps, le piston monte. Ici, ça refroidit. Je le tourne. On voit que ça ne se fait pas en simultané. Quand l'un est en haut, l'autre est en bas. Les détentes ne se font pas au même moment. Il y a un déphasage. Voilà. On a un déphasage à ce niveau-là. Et donc, les moteurs de Stirling ont essayé d'être industrialisés. Vous pouvez trouver des prototypes et c'est même encore utilisé encore un peu en ce moment. Mais c'est vrai que c'est très difficile de l'industrialiser, comme je l'ai dit, vu que ça doit être sous vide. Et donc ça veut dire qu'il faut éviter de trop faire bouger le moteur, de trop faire bouger le moteur, etc., etc., quoi. Ouais, il est assez fragile. C'est aussi pour ça qu'on présente les moteurs de Stirling aujourd'hui, c'est parce qu'on entend beaucoup parler à tort que les moteurs de Stirling pourraient générer de l'énergie perpétuelle et d'autres choses, mais déjà l'énergie n'est pas de nulle part, il y a toujours une source. Ici, c'est la source, c'est la vapeur d'eau. Voilà. Une fois que l'eau est froide, le moteur ne tourne plus. Et c'est aussi une mission de la Corp-Science de débunker des mythes scientifiques et de présenter, de briser les fake news. Et du coup, ce moteur de Stirling, vous voyez qu'il tourne plutôt pas trop mal, mais même si on l'actionnait avec une courroie, si on mettait une courroie pour actionner quelque chose, il aurait un peu plus de mal. Et surtout, dès que l'eau ne sera plus chaude, Non, c'est pas ça fait pas partie des moteurs de Stirling viables, celui-ci. Celui-ci, il n'y a pas moyen de produire réellement de l'énergie avec. C'est un moteur de Stirling dit gamma. Mais celui avec qui a été industrialisé un peu plus, c'est celui-ci. C'est le moteur de Stirling bêta. Donc ici, pour des raisons de sécurité, nous ne le faisons pas marcher parce que ici, normalement, il y a une bougie avec une flamme. Donc, qui, dans un moteur, est simulée par une explosion qui dégage beaucoup de chaleur. Et donc, l'enceinte chaude où l'air chauffe est la partie inférieure ici. Et je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il y a aussi une enceinte tout vide, qui, elle, correspond à la partie froide, de l'air froide. Vas-y, je te laisse montrer. Et donc, quand le moteur va s'actionner, c'est l'enceinte froide qui, elle, fera la détente. Voilà, toc. Je sais pas si on voit la détente. on voit bien la détente. Ok. Cette partie-là qui... Oui, c'est ça, c'est la partie intérieure. Voilà. Et ces moteurs-là, ces moteurs-là, eux, ont eu un intérêt industriel sur une courte période. Et c'est la plupart du temps, quand on retrouve des moteurs de Stirling, on les retrouve dans cet état-là. Donc bien sûr, c'est pas sous la forme d'un tuyau comme ça, mais c'est en série. Ils en mettent plusieurs. Comme ça, mis bout à bout, et souvent il y a une explosion à côté pour générer beaucoup de chaleur. Et le défi de ces moteurs-là aussi, c'est de les refroidir, parce que quand il y a de l'explosion à côté, la source de chaleur est vraiment immense, et donc souvent ça chauffe la source froide. C'est un problème. Voilà. Donc on va passer à la suite.
En attendant, on va laisser notre petit moteur de Stirling tourner sur le côté. Et je vais laisser Antoine présenter la suite. Pour la suite, vu les pièces, passer à la OTP qui est juste à côté. Transition de webcam qu'on n'a jamais vu aussi fluide. Voilà, le stand lumière liquide. Alors, lumière liquide, pour vous expliquer. Je prends mon petit papier parce que je suis en licence informatique et pas en licence chimie. Je me fais vite fait du matériel nécessaire parce que quand ça gère. Pour la buée. Bon, ça va être assez complexe avec les buées et le masque, mais on va faire avec. Alors, monte le masque encore. C'est un peu mieux, ouais. Du coup, je vais d'abord montrer la petite vidéo qu'on a tournée qui vous expliquera les étapes de la lumière liquide. Mais d'abord, je vous explique en même temps du coup. Voici du coup ce qu'on a réalisé. C'est pas la bonne, c'est la question. Je vais faire ça après. Alors la réaction luminol, c'est un TP qu'on a tourné dans la semaine, en salle au labo bâtiment S2. Labo, du coup, on a préparé deux solutions différentes. Une solution qu'on avait appelée solution A, qui contient du luminol et de l'eau minérale. Pourquoi on utilise du luminol? Parce que Plus près du micro, Antoine. Encore plus près du micro? Ok, excuse-moi. Du coup, je disais, le luminol, c'est la particularité, comme son nom l'indique, de faire de la lumière quand il est activé. Parce qu'en fait, le luminol, quand il est excité, il passe dans un état où il est chargé. Et comme toutes les molécules n'aiment pas trop être chargées, elles se déchargent dès qu'elles peuvent et elles émettent un photon. Le photon, on le voit dans le spectre du physicien. Je vois le physicien qui se tire les cheveux, il va expliquer très bien comment ça fonctionne les états chargés. Chargé, c'est excité. Oui, monsieur. C'est pas la même chose. Ah là là là. C'est simple. Je vais te faire un cours de chimie. On peut pas, on est en train de tourner la vidéo. Quoi? La Ouais, vidéo non, est mais d'accord. je peux pas. Du coup, là dans la vidéo, je vous explique qu'on est en train de finir la préparation de la solution A. Donc on a dissous du luminol dans de l'eau distillée. Et le luminol, ça se présente sous des gros grains, vu qu'on a eu un peu du mal à ce qu'il se dissout très bien dans l'eau. Bien dissolu pour que l'expérience se passe bien. Ensuite, on va préparer une autre solution avec du ferricyanure de potassium. En fait, ce qui nous intéresse là-dedans, ça va être surtout le fer contenu dans la fiole. Ça se solubilise beaucoup mieux. Qui est jaune, on l'appelle la solution B. La solution B, on va en préparer deux fioles différentes. Une nature où on a juste mis du ferricyanure de potassium, et dans l'autre, on a rajouté du fluorohexinate de sodium, avoir pour particularité de colorer la réaction qu'on verra plus tard, la réaction lumineuse. Et du coup, on va tout de suite passer aux réactions lumineuses, pour montrer que ça fonctionne bien et que ça crée de la lumière. Ça, par contre, il faut que le luminol soit dans une solution basique. C'est pour ça qu'on a rajouté au préalable quelques gouttes d'eau oxygénée, qui a pour effet de rendre qui base et du coup donner cet état chargé luminol. Excité, merci. Et du coup, dès qu'on met ces gouttes de solution de luminol excité dans le réactif, on voit cette petite lumière qui apparaît. Malheureusement, on a pris ça en plein jour, on ne pouvait pas fermer les fenêtres, du coup, je vais devoir les refaire après pour que vous voyez mieux la lumière. Et on a pu voir sur la vidéo que la lumière était un peu différente dans la solution
que vous voyez là, qui sans fluorésinate de sodium, la réaction est bleue. C'est ce qu'on voit par exemple dans les enquêtes criminelles où on projette du luminol et ça fait la lumière bleue. Alors que dans l'autre cas, la lumière était plus jaune. Nickel, on la voit bien, super. Du coup, est-ce que vous avez compris comment réagit le luminol? Est-ce que vous voulez de meilleures explications? Parce que je sais que j'ai un peu bafouillé dessus. Puis pour l'instant, je vais préparer ce qu'il faut. Alors, on a mis quelques minutes. Oui, non, mais c'est un effet, parce qu'on préparait le TP d'après, du coup je me suis dit que je laisserais ça pour occuper. Ah, c'est pour vous occuper l'écran. Voilà. C'est pour vos petits yeux ébahis. Il y a quelques gouttes. Et pendant ce temps, notre superbe chimiste du jour est en train de préparer la solution. L'expérience. Voilà, partout. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir passer à l'expérience. Michel Cadrage, merci. Du coup, on retrouve la solution B et la solution B avec fluorésinate de sodium. Grenadine. Donc ce n'est pas de la grenadine, non. De la grenadine, on verra après par contre. Du coup, je vais en verser un petit peu, mais pas trop, dans les verres. J'ai pris des verres assez grands pour qu'on voit bien. Et c'est très précis comme mesure, hein, comment on peut le voir? Alors on a fait des mesures très précises dans les labos, mais on n'a pas le matos qu'il faut à la vue. Parce que de base, ça devrait se faire dans un bécher. Ouais, ça je ressemble sais, pas trop mais à un bécher. Mais ça marche quand même. Oui, c'est pour montrer que ça fonctionne, peu importe. Et là, il faut mettre quelques gouttes, il va falloir une très grande précision. C'est pour vos petits yeux ébahis. On va mettre 2 gouttes. Allez, vas-y. Et c'est. Ça va être très réactif. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, on voit déjà que ça commence à faire des bulles. Donc la réaction commence déjà... Précision. C'est très précis tout ça. Alors je vous rappelle que l'eau oxygénée c'est à 30%, c'est assez corrosif. Ça c'est pas bon pour la santé. Et le luminol bien sûr c'est cancérigène. Donc C'est pour ça que je mets des gants, des lunettes et une blouse. Donc contrairement à On va se la... mettre comme ça pour montrer... Vas-y Sophie, tu avais un commentaire à faire? Oui, contrairement à celui de la banane qui peut être fait sans gants, sans blouse, sans rien du tout. Là non, faut se protéger. C'est pour ça que je mets des gants, des masques, un masque. Des masques ça ferait beaucoup. Oui, il va avoir un cancer. Oui. Et j'ai pas envie d'avoir un cancer à 20 ans. Accessoirement. Voilà, et du coup, attention flash lumineux. Jean-Michel Lumière. Non, mais tu peux pas être un cancer si t'en es déjà. Oui, bon. Alors c'est bien, on nous se voit un petit peu, mais pas trop. Je vais reculer au cas où ça explose, non, je déconne. Alors normalement celui-là, il y a une petite réaction gazeuse qu'il n'y aura pas dans celui-là. Enfin, après, on la verra beaucoup moins. Ah, c'est ça. Oh! J'ai pas du tout eu peur que ça me saute à la gueule. Non, je déconne, hein. Tout est maîtrisé, on l'a fait plusieurs fois. Un peu quand même. Je trempe parce que j'ai toujours la trempe là. T'as pas l'air confiant, hein. Je vais mettre, pas trop mal. On voit que ça, plus ça va et moins ça... Je vous explique pourquoi ça fait des flashs lumineux et pourquoi c'est pas lumineux très longtemps. Donc en fait la réaction, elle se fait entre l'eau oxygénée et le luminol. Et elle est assez lente. Et le fer qui est dedans va catalyser la réaction, ce qui va faire que ça va aller beaucoup plus vite. Et du coup là ça va tellement vite qu'on voit vraiment beaucoup de lumière, mais ça s'estompe très rapidement. Peut-être recommencer parce qu'ils ont dit qu'ils voyaient pas la bulle. Peut-être rester là. Ah les bulles c'est pas grave, hein, c'est pas ce qui nous intéresse les bulles. Ce qui nous intéresse c'est la lumière. On voit bien la lumière sur le live? Oui. Nickel. On a vu, hein. C'est pas très stable ce que tu es en train de faire. C'est formule du Pepsi que t'es en train de faire ou... Ouais c'est du Pepsi mais ça, bah attends bouge pas. Descends. Ouais, joie du montage numéro 2, le cadrage. Jean-Michel Cadrage, c'est très bien.
Non, c'était très bien. C'est très bien là? Ouais. Mais le Ok. pire est... Légèrement à gauche. Oui. Comme ça? Encore. Encore? Encore. Encore? Encore. Encore? Encore légèrement. Ok. Encore. T'es sûr? Là c'est bon. Oh là là, tu me dis pas à droite, hein? Du Jamais. coup, on va Tu connais. Hop, je vais pousser ça pour pas en remettre dedans. Parce que je suis très précis sur ce truc. Un flacon se referme. Oui, oui, on referme. Non, mais On je va sais pas ce que recommencer. c'est qu'un état ici. Et du coup, là, on l'a fait avec la solution que je vais appeler nature. C'est en fait la solution avec du fluorocinate de sodium. Ça va, il n'y a plus de réactif, comme ça, ça fait plus de lumière. On va commencer avec celle-là, du coup. Celle-là, du coup, il reste encore du réactif. Hop. Oui, ça fait une belle lumière bleue. Ça se voit bien. Et dernier coup, parce que même la solution, il commence à changer un petit peu de couleur, donc ça part comme il faut. Voilà. Oui, Harry Potter si vous voulez. Ah, c'est chouette. Et vous voyez que la réaction, elle prend beaucoup plus de temps à se faire, et du coup, on voit beaucoup plus longtemps la lumière. Parce qu'il y a du coup des réactifs qui sont consommés. Et du coup, si j'en remets, bah, ça peut être trop. Voilà, ça réagit plus. Et vous voyez pas la caméra, mais j'en mets un peu partout. Ah, j'ai mis du sopalin. Voilà. Du coup, je regarde de côté si certains arrivent à la fin du live et voudraient voir. Moi, j'ai rebouché les. Oui, rebouche. Parce que ça fait 2 minutes qu'on me dit de boucher. Donc, je vais boucher les flacons, bien sûr. Alors surtout, ne faites jamais d'expérience de chimie avec Antoine. Alors, d'habitude, je tourne, je ne manipule pas. Mais malheureusement, les étudiants en chimie n'étaient pas là aujourd'hui. Du coup, est-ce qu'on peut passer à la suite des expériences? Est-ce que vous avez des questions sur le live? Alors, autre que c'est impressionnant et trop badass, il n'y en a pas pour l'instant. Ok. Et du coup, j'espère que vous avez mieux vu du coup sur le live là l'expérience avec des quantités plus grandes, puisque j'ai versé comme un grand sac dans le verre plutôt que goutte à goutte avec du matos adapté dans le labo. Ça aurait été bien un bécher, une pipette. Oui, mais c'est pas toi qui fais le transport. Alors. Voilà. Et Ça du coup, s'appelle j'ai de pensé à un l'organisation. bidon poubelle, bien sûr, pour emmener tout ça au labo, pour pas jeter ça dans la canalisation, parce que ça ferait pas du bien aux canalisations. D'ailleurs, en parlant d'expérience qui fait pas du bien aux canalisations, on va passer à la sphérification moléculaire. Et ça fait vraiment pas du bien aux canalisations, je vous expliquerai après pourquoi. Du coup, comme j'ai des gants, quelqu'un peut passer à la vidéo suivante. En vidéo. Jean-Michel Régy. C'est laquelle? Le sphérique moléculaire? Oui. Application moléculaire, oui. Coupe la première. La première. Voilà, nickel. Du coup, on va passer à la sphérification moléculaire. Je n'ai pas changé de titre, c'est pas grave, c'est pas important. Pas juger une expérience à son titre, bien sûr. Oui, ça fait pas du bien aux poissons aussi. Ça, ça rend ça aux grands industriels. Hein. Alors, du coup, ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire là sur. Vous présenter dans un premier saladier, celui qui est en premier plan à gauche. On a mis de l'eau, du sirop et plein de bonnes choses. Et surtout, le produit magique, l'alginate de sodium. L'alginate de sodium, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans ce qu'on appelle l'agar-agar, qui est utilisé en cuisine chimique pour justement faire des expériences de sphérification moléculaire. Et dans l'autre saladier, on retrouve juste de l'eau simple avec des ions calcium qu'on a introduit en mettant, en dissolvant, pardon, chlorure de calcium. Rapproche-toi du micro. On m'entend mal? Ok. Et aux poissons de la bouffe. Alors, on pense surtout aux canalisations et aux poissons, et après, c'est de la bouffe. Ah Oui, de la bouffe, parce que ça se mange. Je vois que les gens connaissent, ça c'est bien. On va pouvoir manger. Et du coup, dans le second saladier, celui dans lequel on est en train de pipetter le sirop, avec l'alginate de calcium, non, avec l'alginate de sodium, qui est du coup un produit qu'on retrouve dans des algues marines.
on est en train de verser ces petits morceaux sucrés dans... on va vous montrer avec un plus grand plan, ce sera mieux. En changeant le titre en plus, ça c'est beau, les magies du live. Du coup, on vous montre qu'on verse des petites perles de sirop avec de l'alginate de sodium dans un bain de calcium. Et la réaction que vous voyez, c'est que le sirop ne se disperse pas dans l'eau. Au contraire, ça fait des petites bulles qui restent à cet état. Et si on les verra plus tard, en fait, elles ont presque un état solide. En fait, l'extérieur de la bulle va se gélifier, que l'alginate de sodium va réagir avec les ions de calcium contenus dans la solution du bain de calcium et va créer une membrane tout autour du sirop, qui va rendre les choses un peu comme à l'état de bonbons, c'est-à-dire que l'extérieur ça va être un peu mou et l'intérieur ça va être rempli de sirop. C'est un peu comme des œufs de caviar, un petit peu, où on a une membrane avec à l'intérieur un liquide. Et pour les gens comme nous, on dirait plutôt les œufs de poisson, parce que les œufs de caviar, c'est pas donné à tout le monde pour savoir ce que c'est. Oui, Et le caviar, c'est pas déjà des œufs? certes. Ouais, voilà, c'est des œufs d'esturgeon. Bien, merci. Esclave froid. C'est parce que j'ai oublié d'enlever les lunettes, du coup j'ai plein de buée, c'est pour ça que je comprends rien de ce que je dis. Et du coup, vous allez pouvoir voir la dégustation après qu'on ait vu que quand on les perce, en effet, c'est liquide à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, c'est très bon parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. C'est bon le sucre, mangez du sucre. Et du coup, je vous présente aussi deux personnes qui m'ont aidé à réaliser les TP, parce que vous avez vu que je suis pas très habile avec la chimie. Du coup, à gauche, Aline Ballonnier, qui fait partie de notre association, avec Corpo Sciences Caen, et à droite, Julie Laurence, qui nous a aidé aussi, et qui est qui était membre pendant très longtemps de notre association, et qui vient nous aider de temps en temps, pour faire part de ses talents et de ses compétences. Heureusement qu'il y a des gens comme elle, hein. Heureusement qu'on a des vieux, oui, pour nous aider. Parce que bon, J'ai des talents de montage. Mais oui, du coup, c'est moi qui aussi fait tous les montages. Enfin, j'ai fait ça ce matin vite fait. Voilà, voilà. Du coup, désolé pour vous, on va pas pouvoir passer à la dégustation à cause du Covid. On aurait bien aimé vous faire goûter, surtout qu'on peut en faire toute la journée, c'est assez simple à réaliser. Si vous voulez que je vous passe, si vous voulez que je passe la recette, je vais pas l'écrire dans le chat, mais en gros, vous pouvez la trouver facilement sur internet. Il y a plein de versions différentes. Les ingrédients importants sont l'alginate de sodium, qu'il faut mettre avec son sirop et son sucre et son eau. Dans un côté, c'est en fait ce qui va être mangé, mais l'alginate de sodium, faut pas en mettre de trop, mais c'est pas dangereux. Oui, on peut en faire chez nous, tout à fait. C'est le but, c'est de vous montrer quelque chose que vous pouvez faire chez vous. C'est pas comme le luminol où il faut des précautions. Là, on peut vraiment y aller franco pour se faire plaisir, pour un petit 4 heures, pour un anniversaire ou pour des événements. Et donc, il faut d'un côté cette solution de sirop et d'alginate de sodium, et dans une autre, un bain de calcium. Et pour ça, du coup, de l'eau et n'importe quoi qui peut rapporter des ions de calcium suffit. Et je vous conseille de suivre les recettes, c'est beaucoup mieux détaillé. C'est ce qu'on a fait pour réaliser nos expériences. Et surtout, une précaution à avoir, c'est de bien rincer les petits bonbons qu'on sort après, puisqu'il y a encore des ions de calcium dessus et d'autres trucs. Du coup, il faut bien les laver et les rincer, comme on a montré avec la passoire. Et surtout, quand on a fini son expérience, on ne met pas tout dans les tuyaux. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas bon pour la canalisation. En fait, vous avez vu que il y avait une solidification et une création de membrane tout autour de nos bonbons. Si on met ça dans les tuyaux, qu'on rajoute par-dessus, qu'on mélange les deux solutions dans les tuyaux, ça va faire un gros bouchon. Et ça, il faut éviter de le faire, à moins que vous vouliez voir votre plombier préféré, pour des raisons qu'on vous laisse imaginer. Et les poissons aussi, oui, certes, les poissons. Enfin, ça arrivera pas jusqu'aux poissons, hein. Clairement, ça va boucher avant. Du coup, comment qu'on fait quand on peut pas les mettre dans l'évier, on les met à la poubelle. Voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter d'en faire trop aussi, ou alors tout manger, parce que... Et surtout, on met pas ça dans la nature n'importe où, bien sûr. Voilà, voilà. Du coup, je sais pas si vous avez des questions. On va passer à la webcam. Est-ce que quelqu'un peut mettre à la webcam? Je vais en mettre devant. C'est chaud sa mère. Ah, et juste, ça marche toujours. Qu'est-ce qui fonctionne toujours? C'est le... Ouais,
Vous déplacez le moteur Stirling pour vous montrer qu'il fonctionne toujours tant que l'eau est chaude. Et là, elle est bien chaude. Avec la super bouilloire ici présente. Voilà, tout à fait. Merci Madame Bouilloire. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va vous laisser peut-être 5 minutes pour vous poser des questions sur l'expérience qu'on a fait ou d'autres trucs que vous aimeriez qu'on vous explique les compétences. Et si vous voulez voir aussi l'envers du décor, on vous invite à rejoindre l'association pour voir comment on organise nos événements qui demandent beaucoup pour aujourd'hui. Et on a besoin aussi de membres pour nous aider. On a vu que 3 personnes aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes derrière la caméra pour nous aider à filmer, à tourner, à monter, à trouver le matos nécessaire aussi, bien sûr. Il faut pas mal de matos pour faire un live. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés. La liste est longue, du coup elles se reconnaîtront, ainsi que la bibliothèque de l'université. Ici on a la bibliothèque sur ce STAPS du campus 2. Dans la salle de conférence où d'habitude on héberge des conférences mensuelles sur divers sujets, où on fait l'appel à nos profs ou à des doctorants pour présenter des sujets qui les passionnent, et il y a souvent beaucoup de monde. Malheureusement avec le Covid on ne va pas pouvoir faire de conférences. On essaiera, si ça vous intéresse, de faire des conférences en live. On retrouve des intervenants qui sont prêts à parler pendant 1 heure devant un micro. Je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué, même pour nous c'est assez compliqué de passer en live. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non, on n'a pas de questions. Ok. Du coup, on va vous laisser le moteur tourner là. Si vous voulez que je vous explique certaines choses. Est-ce qu'il y a des nouveaux arrivants qui veulent qu'on fasse des expériences? Non. Il reste encore un petit peu de solutions pour faire de la lumière. Ou on peut vous C'est montrer, très vite expliqué ça. ou l'expérience avec la banane, pour juste vous montrer le résultat, Ouais, parce que le résultat est encore disponible. est encore disponible, c'est pour ça. Je voulais. D'ailleurs, ça commence à sentir la banane. La banane depuis le début. Non mais en plus, ça sent vachement bon, en fait, genre l'odeur que ça fait. Ah, j'aime pas. J'aime bien. Moi j'aime bien. Oh, c'est Voilà. Du coup, en plus, c'est un cocktail banane, eau et Ciel, c'est cadeau qui va éthanol. goûter. Donc, si vous voulez, non, je vous conseille pas de goûter, mais vous pouvez la refaire chez vous, pareil, cette expérience. Je vous conseille pas de la boire, mais c'est sympa de voir et du coup de voir l'ADN. Enfin, on voit pas directement l'ADN, on voit surtout un amas d'ADN. Et c'est quelque chose qu'on peut pas voir d'habitude, ou alors avec des microscopes spéciaux. Et ça, c'est pas donné à tout le monde d'utiliser ce genre d'outils. Est-ce que tu peux me passer la tasse du coup pour Juste, montrer. alors en fait on a écrasé la banane dans un premier temps, ensuite on a mis une cuillère à café de savon, ensuite une cuillère à café de sel, de l'eau et on a filtré et le tout est mis dans un bain d'alcool. Et pour le détail de l'expérience, vous pourrez retrouver la rediffusion sur Twitch ou alors sur nos réseaux, puisque bien sûr tout ceci a été filmé en live, mais aussi record. Voilà. Et du coup, on peut voir en dessous des restes de bananes qui ont passé le filtre. Ce qui sépare les deux, c'est de l'éthanol, et au-dessus, on voit des pelotes d'ADN blanches. C'est en fait un amas de toutes les molécules d'ADN. L'ADN, si vous ne savez pas, c'est aussi ce qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique, c'est assez long à dire. Et en fait, c'est une longue chaîne carbonée où on retrouve. Je vais vous montrer sur le tableau, ce sera plus simple. Tu peux tourner la caméra vite fait. Du coup, l'ADN, je vais laisser Sophie présenter l'ADN. Je vais raconter le tableau. Voilà. Alors pour vous représenter encore une fois l'ADN, c'est un enchaînement de base qui est relié entre une adénine et une thymine sont reliées avec 2 liaisons hydrogènes que j'ai représentées en noir, alors que la guanine et la cytosine sont reliées avec 3 liaisons hydrogènes. À la suite de l'expérience, en fait, ça va casser la molécule, ça va pas vraiment casser la molécule d'ADN, mais On a dépassé. ça c'est simple à casser, c'est pour ça que dans les systèmes de réplication, de reproduction, de duplication, très simple à casser. Ceux-là qui sont plus difficiles à casser parce qu'il y a 3 liaisons de celle-ci. Mais oui, voilà, en gros, c'est l'ADN, on peut entre guillemets manipuler comme on le souhaite parce que quand même c'est assez compliqué. Mais voilà. En gros, là j'ai représenté un tout petit bout, c'est minime par rapport à ce que représente vraiment littéralement l'ADN. Et c'est très simplifié parce que dans cet ADN là, il y a des protéines qui sont dessus, par exemple les histones qui permettent la compression de l'ADN, etc. La compaction, pardon. Compression. Et que veut dire de plus sur l'ADN? Mais en gros, l'ADN, on peut faire des cours et des cours. Enfin, si vous venez en biologie,
Jamais. Si jamais. Ouais, si, jamais. On ne force Jamais. pas. On va vous expliquer ça et c'est beaucoup mieux détaillé. Enfin bref. Là, j'avais représenté tout à l'heure une membrane lipidique, enfin une membrane plastique avec son noyau à l'intérieur, avec la partie hydrophile, hydrophobe. Et voilà. On va bientôt terminer le live du coup, puisque l'heure est passée, la réservation de la bibliothèque va bientôt se terminer. On va vous présenter vite fait notre association, la Corporation Scan. On va bientôt lancer les campagnes de suites, si vous voulez des suites de promotion. Ça, c'est des couleurs qu'on avait l'année dernière, mais c'était pour le staff, mais on aura d'autres couleurs bien sûr qu'on fera voter plus tard. Et du coup, si vous voulez des suites ou si vous voulez rejoindre l'association, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On va vous les afficher tout de suite. On a bien sûr un Facebook, aussi un Instagram. On est présent sur Discord aussi, on a une petite communauté. Et le YouTube, on verra pour mettre la vidéo dessus bientôt. Voilà. Si vous avez d'autres questions, on va vous laisser 30 secondes pour vous manifester si on va arrêter le live. Rangez tout. Et du coup, je vous remercie d'avoir assisté. C'était très sympa de votre part d'être venu. Et au revoir. Et à bientôt sur la chaîne Twitch. Twitch. En live tous les mardis soirs. À 21h.